Bonjour à tous. Vous écoutez Québec-Lévis, regard en 24 minutes. Je m'appelle Louise Boisvert. Heureuse de vous retrouver dans la nouvelle formule de notre balado d'analyse politique. Après la campagne en 24 minutes, on reprend nos discussions sur ce qui se passe dans notre région. Il sera évidemment question de politique municipale, que ce soit à Québec ou à Lévis, mais comme la politique déborde souvent de nos frontières et que l'on entre dans une année électorale au Québec qui s'annonce déjà très mouvementée, vous l'aurez remarqué, on va aussi se permettre de poser un regard sur cette actualité. On reprend le même format en 24 minutes avec nos panélistes. D'abord, Alexandre Duval, animateur de Première Heure. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Louise. Et Olivier Lemieux, reporter spécialisé aux affaires municipales ici à Québec. Bonjour, Olivier. Bonjour, Louise. En fait, j'ai envie de vous saluer puis vous remercier d'abord d'avoir eu envie de revenir faire cet exercice-là avec moi chaque semaine. C'était trop chaque plaisant. 2 semaines, oui, exactement. Puis j'ai envie de vous dire, parce que je le mentionnais, là, c'est un début d'année un peu mouvementé, hein? Puis je le mets presque en parenthèse. J'aimerais savoir un peu comment vous voyez ce début d'année politique, Olivier, d'abord. Moi, j'ai envie de dire accrochez-vous. Et là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, là, à des gens qui aiment la politique, qui suivent la politique. Je pense que 2026 va être un grand cru. Et déjà, ça commence sur les chapeaux de roue. Alors, accrochez-vous. Alexandre? Moi, je vois 2026 comme une année de redéfinition politique dans la grande région de la capitale nationale, c'est-à-dire que la configuration politique de la région va probablement changer. Les thèmes qui vont être mis de l'avant vont probablement changer aussi dans la campagne électorale et au terme de la prochaine campagne électorale. Donc, j'ai envie de dire redéfinition dans les forces politiques puis dans les sujets qui vont faire l'actualité. Donc, à tous, il va falloir s'adapter cette année avec ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et on va aussi avoir autour de la table avec nous chaque semaine d'autres journalistes, chroniqueurs, analystes pour élargir nos perspectives. Et cette semaine, c'est notre collègue Alexandre Bellemare qui est journaliste et couvre l'actualité à Lévis. Bonjour, Alexandre. Bonjour Louise. Alors, l'année 2026 a commencé avec force et visiblement, l'attention n'est pas là où on aurait pu le croire. Ça commence avec le départ annoncé du premier ministre François Legault et du déclenchement de la course à sa succession. Voici le résumé en 24 secondes. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Je ne serai donc pas candidate à l'élection provinciale de l'automne 2026. Je chemine dans cette réflexion-là et je vous ferai connaître prochainement le fruit. Vous donnez encore combien de temps? Je suis en profonde période de réflexion, je vous dirais même un peu plus. Je n'ai pas encore de décision à vous annoncer, même si ma réflexion est très avancée. Alors, on entendait François Legault et les ministres Geneviève Guilbeault, Christine Fréchette, Jean-François Simard et Bernard Drinville. Et sitôt le premier ministre se retire, que sa décision entraîne une cascade de départ, ça a forcé un peu tout le monde à prendre position. Geneviève Guilbeault en premier lieu, qui a annoncé son retrait de la vie politique. On en reparlera plus tard. Et tout aussi rapidement, il y a une course qui s'est mise en branle et visiblement, elle se fera avec un candidat de la région de Québec. Et c'est un peu par là que j'ai envie de commencer parce que dès que M. Legault a annoncé qu'il ne se représentait pas, il y a des noms qui ont commencé à circuler, Simon Jolin Barrette, Christine Fréchette, mais on dirait que ça a pris un petit peu de temps avant que quelqu'un dans la région de Québec lève la main, ou Québec-Lévis, dans ce cas-ci. Et j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce qu'une course à la CAQ aurait pu se faire sans candidat à Québec? Alexandre en premier. Bien, tout est possible, Louise, mais ça aurait été assez peu probable parce que la CAQ a pris son envol à Québec. La CAQ, malgré tout, malgré ce qu'on voit à l'échelle provinciale dans les intentions de vote, reste un parti principalement ancré dans le paysage de Québec. Puis je regardais le baromètre des personnalités politiques au Québec de la firme Léger, décembre 2025. Les politiciens les plus populaires de la CAQ sont à Québec. Ils sont bas dans le baromètre, il faut bien le dire. Celui qui arrive en premier, c'est Christian Dubé. Bon, est-ce que c'était avant qu'il démissionne? Probablement. Yann Lafrenière en deuxième, mais là, ça va peut-être vous surprendre. Le troisième politicien le plus populaire à la CAQ, c'est Bernard Drinville. Ah. Il est dans notre région. Ensuite, Simon Jolin Barrette est un petit peu plus loin derrière. Geneviève Guilbeault est derrière Simon Jolin Barrette. Mais quand ton politicien un des trois politiciens les plus populaires se trouve dans la région, ben ça nous dit quand même que la région de Québec continue d'avoir de l'ascendant sur les militants de la CAQ, mais aussi quand même sur une partie de l'électorat au Québec. Oui, mais quand on regarde, vous faites votre palmarès, mais il y a aussi les agrégateurs de sondages qui disent qu'en ce moment, il ne resterait pas grand-chose de la CAQ s'il y avait des élections à ce moment-ci. Ils sont à peine à 11 % dans les sondages, dans les intentions de vote. Olivier, est-ce que vous voyez
que Québec est incontournable dans cette course à venir à la CAQ? Ben, écoutez, évidemment que la vague caquiste a levé à Québec en 2017, mais elle pourrait tout aussi bien se briser à Québec en 2026. Ça, il faut bien le réaliser. Alors, incontournable, je pense que Québec va faire partie, va teinter plusieurs enjeux. Ça, pour moi, c'est très clair. Et dans la course à venir, on n'a pas encore beaucoup parlé du troisième lien. Mais moi, je le vois comme un point de divergence entre différents candidats. On parle de Bernard Drinville. Moi, déjà, je pense que ça télégraphie que s'il se lance effectivement, il sera le candidat du troisième lien, d'autant qu'il est appuyé par Samuel Poulain en Beauce et Karianne Bourassa, Ouais. pardon, du côté de la Côte-de-Beaupré. Et dans ces deux régions-là, le troisième lien est extrêmement populaire. Et dans ces deux régions-là, on veut un troisième Ouais. lien à l'Est. Alors, voilà. Oui, on va parler de Québec. On y reviendra au troisième lien un petit peu plus tard, mais Alexandre, de votre côté, évidemment, d'avoir un candidat qui serait même de votre région, là, de Chaudière-Appalaches, est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que Bernard Drinville, qui est un peu un candidat parachuté à la dernière élection, est-ce qu'il a réussi à faire sa place suffisamment pour qu'il y ait des supporters qui l'appuient dans cette course-là? Justement, c'était un candidat, vous le dites, parachuté, mais de son côté, on l'attendait avec une brique et un fanal et il a livré. Pour les gens de la circonscription, pour les acteurs du milieu, c'est quelqu'un qui a été très bon pour Lévis. On pense au chantier Lévis, là, il y a au-dessus de 600 millions qui ont été investis du provincial depuis qu'il est là. Pour le relancer, pour le relancer. C'est quelqu'un qui s'est battu beaucoup pour la région, qui a représenté la région de Lévis, qu'on voit sur le terrain aussi à Lévis. Donc, c'est sûr que les acteurs du milieu sont favorables à sa présence là, dans cette course-là. En tout cas, ça va permettre probablement d'avoir un certain équilibre dans les candidats. Peut-être un candidat plus associé aux régions, puis des candidats qui sont peut-être plus associés à la métropole. Mais en même temps, j'ai envie de poser un peu la question inverse. Est-ce qu'il y a des candidats qui pourraient faire sciemment une campagne sans tenir compte de la spécificité de la région de Québec, Alexandre? Ah ben oui. Oui? Ah ben oui. Puis Olivier le disait, ça se pourrait très bien que la fin de la CAQ se joue en partie à Québec si la tendance actuelle se maintient. Mais justement, là, mettez-vous dans la peau d'un candidat ou d'une candidate qui dit « Nos projets, entre autres le troisième lien, ont terni notre image. Si on veut renouveler le parti, si on veut relancer le bal, tourner une page sur l'époque François Legault, sur son fondateur, ben peut-être qu'il faut parler à d'autres mondes que les gens de Québec. Puis là, il y a tous les gens de la vallée du Saint-Laurent, il y a tous les gens de la couronne de Montréal, il y a des circonscriptions qui sont accessibles en Outaouais aussi. Il y a déjà des députés caquistes dans la région. Le Parti libéral est en reconstruction. C'est loin d'être acquis que le Parti libéral va se réimplanter dans des circonscriptions où historiquement il était fort. Donc, ça se pourrait très bien qu'on dise on largue les projets qui ont défini un peu la CAQ dans les dernières années. On fait table rase, puis ben, on repart en neuf en essayant de présenter une nouvelle offre politique qui parlera peut-être pas à la grande région de Québec qui, depuis un certain temps, flirte avec le Parti conservateur du Québec. Donc, tout est possible, là. Ça se pourrait très, très bien qu'on fasse fi de la grande région de Québec à la CAQ pour espérer relancer le projet. Mais si c'est Bernard Drinville qui devient chef, ça n'arrivera pas. Dites-vous bien ça. Ça, c'est clair, mais en même temps, il faut comprendre une chose. Si les sondages de la CAQ sont mauvais à l'échelle du Québec, ils sont pires à Québec. Alors, c'est pas pour dire qu'un changement de discours pourrait pas aussi aller chercher des gens à Québec, parce que les gens à Québec sont mécontents de la façon dont la CAQ a gouverné et sont mécontents de la gestion du troisième lien, pas seulement en raison du projet en tant que tel, mais en raison de ce que ça a révélé en termes de contradictions. On est dans un contexte de gestion très difficile des finances publiques. Et là, on a un projet qui n'a pas d'étude de besoin, qui est mené avec beaucoup d'improvisation, qui pourrait coûter 10 milliards de dollars au moins. Il y a des gens à Québec pour penser qu'il faut peut-être le reconsidérer. Ça existe. Et les derniers sondages, je pense au Soleil, en septembre dernier, on avait un appui à Québec pour le troisième lien à 57 %. Moi, j'ai jamais vu un appui aussi bas là, pour le troisième lien. Évidemment, ça a beaucoup rapport au tracé central qui fait l'unanimité contre lui, mais il n'y a pas que ça. Oui. On a parlé de Bernard Drinville comme candidature qui peut être intéressante pour la région de Québec. L'autre candidature, c'est celle de Jean-François Simard, député de Montmorency, nouvellement nommé ministre depuis quelques mois, responsable aussi de la capitale nationale. Pourquoi il se lance, lui?
Ben, écoutez, il y a toujours une affaire de stratégie là, dans une course à la chefferie. Bon, on sait que c'est un scrutin préférentiel, donc, il y a des opportunités de notoriété. Il y a aussi l'idée qu'éventuellement, peut-être qu'on peut monnayer notre appui à un autre candidat, profiter aussi, des projecteurs pour se faire valoir. Je ne suis pas dans sa tête, mais évidemment que ses chances réelles de succès m'apparaissent minces à ce stade-ci. À l'échelle du Québec, c'est pas lui qui a le plus de notoriété. Et vous le dites, il a eu un rôle, somme toute, effacé depuis les 7 dernières années, nouvellement ministre. Alors, je vois pas la voie de passage à ce stade-ci pour Jean-François Simard dans cette course à la direction. Mais est-ce qu'on a intérêt à avoir plusieurs candidats, puis même peut-être 2 de la région de Québec dans une course comme celle-ci, ou on devrait rapidement limiter le nombre de candidats dans la course? Bien, c'est ce que la CAQ essaie de faire. La CAQ ne veut pas d'une course à plusieurs candidats. Ça a été dit ouvertement par la directrice générale, Brigitte Legault. Et les règles qui ont été présentées cette semaine vont dans ce sens-là. On exige l'appui de 15 députés du caucus pour pouvoir présenter une candidature valide, en plus de tout le reste. Il y a moins de 80 députés dans le caucus de la CAQ à l'heure actuelle. Il y en a 79, je crois. Alors déjà là, si on veut espérer aller chercher 15 appuis parmi ce petit bassin, relativement petit bassin de 79 députés, même si on s'entend sur une grosse députation, c'est difficile. Oui. Et là, Jean-François Simard a-t-il la notoriété pour aller chercher 15 appuis quand tu as Christine Fréchette, ministre de l'Économie, Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, de l'Environnement, anciennement de l'Éducation. Ces trois-là, qui déjà ont des appuis, qui pèsent assez lourd au gouvernement. Si je compare Jean-François Simard à une petite fleur, c'est une petite fleur qui a poussé à l'ombre ces dernières années. On ne l'a pas beaucoup vu. Là, soudainement, la petite fleur voit de la lumière. Bien, ça donne peut-être l'occasion de pousser, mais c'est pas dit que la fleur va éclore. Là. Je pense qu'il y a un déficit de notoriété qui va être difficile à surmonter au sein même de son parti. Et d'autant qu'on est dans une année électorale, donc il y a d'autres rendez-vous qui sont importants, puis on n'a pas le temps justement de faire le rattrapage de ce déficit-là. J'ai envie de vous entendre un peu sur le caucus de la région de Québec et Lévis, les députés de la région qui se sont quand même assez rapidement prononcés pour certains candidats qui sont pressentis ou qui vont annoncer leur couleur dans les prochains jours. Quand même, on a l'impression qu'il y a une division quelque part. On n'est pas tous pour la même personne. Est-ce que ça dit quelque chose sur ce qui se passe au sein de la députation caquiste à Québec? Moi, je pense que déjà, ça circule. Là. Il y a des annonces de départ qui s'en viennent, d'autres annonces. Alors, c'est assez clair que dans la députation caquiste de Québec, il y en a plusieurs qui ne vont pas se représenter en 2026. Déjà, on a entendu un Sylvain Lévesque. Oui. Éric Kerr, c'est pas encore officiel, mais on peut penser qu'il ne va pas se relancer dans la pelleterie. Donc, division, c'est qu'il va y avoir un brassage d'idées là, qui s'en vient et des orientations à choisir pour la suite. Donc, oui, ça peut venir avec, disons, certaines flamèches. Ce que j'ajouterais à ça, Louise, c'est que les dernières années et les multiples revirements de situation, pas juste dans le dossier du troisième lien, mais dans le programme politique de la Coalition Avenir Québec en général, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui s'accrochaient à une vision de la CAQ qui ont été déçus de la manière dont les choses ont tourné. Il y a d'autres gens qui auraient espéré que plus tôt on aille dans telle ou telle direction, dans tel ou tel dossier. La CAQ, son nom même le dit, c'est une coalition. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas la même vision de ce que la Coalition Avenir Québec doit être. Donc oui, je pense que c'est normal, en quelque sorte, que les gens se rangent dans différents clans. On va parler du troisième lien. Le premier ministre François Legault a clairement mis sur la table cette semaine 2 enjeux qui devraient être les priorités de la prochaine campagne électorale. On l'écoute. Pour moi, là, il y a entre autres 2 grands enjeux. Un enjeu économique, entre autres avec les déclarations de Donald Trump. Je pense que c'est la CAQ qui est la mieux placée pour relever ce défi-là. Puis il y a un autre défi qui est d'arrêter le déclin du français à Montréal. Puis encore là, je pense que c'est la CAQ qui est la mieux placée pour relever ce défi-là. On comprend tous que M. Legault aimerait que l'économie et le français à Montréal fassent partie des enjeux, mais il n'a probablement déjà plus l'influence pour imposer des thèmes dans une course qui se fera sans lui. Parlons du troisième lien. Vous l'avez un petit peu évoqué en début d'émission. Est-ce que le troisième lien, ce sera un plus ou un boulet pour un candidat dans la course à la prochaine élection, Olivier?
À ce stade-ci, là, en tout cas, la version qui est sur la table, moi, je ne vois pas comment elle est autre chose qu'un boulet. Parce qu'il n'y a personne pour l'appuyer à Québec. Et à la base, ce projet-là est un projet pour rallier à Québec. C'est un projet qui a été relancé dans la foulée d'une défaite cinglante dans une élection partielle. Il ne faut pas l'oublier, là. Il est enterré, il a été ressuscité. Pourquoi? À des fins essentiellement électoralistes. On l'a compris. Le contexte l'a clairement montré. Alors maintenant que le tracé central est contesté, écoutez, à moins justement qu'on parle d'une nouvelle mouture qu'on ramènerait à l'Est, et c'est loin d'être fou de le penser, je vois pas comment il y a autre chose qu'un boulet, surtout à l'extérieur de Québec, et même au sein des membres de la CAQ qui ont vu les dommages que ce projet-là a pu engendrer pour la réputation, tout ça, du gouvernement. Puis Alexandre Bellemare, vous avez les deux yeux sur ce qui se passe à Lévis. On l'entend quand même à Lévis, des gens qui souhaiteraient que cette course-là serve à replacer ou à recadrer le projet plus à l'est. Là. Il y en a qui rêvent encore. Là. Oui, on l'entend, mais on commence aussi à être désillusionné là, de tout ça. Là. Si on le change encore de place, on change encore de projet. On peut parler des projets du troisième lien là, plutôt que parler du projet du troisième lien parce qu'on a tellement changé d'idée, on a tellement changé de tracé, on a peu consulté. Puis aujourd'hui, avec le tracé qu'on a, on semble figé dans ce tracé-là. Mais est-ce que M. Drainville va vivre sa crédibilité sur ce qu'il va faire avec le troisième lien? S'il est trop ferme puis dit on le garde au corridor central, ça peut jouer contre lui autant que si il bouge à l'est. Là. Absolument. Ça peut être... C'est un boulet d'une façon ou d'une autre. Qu'on l'envoie à l'est, qu'on le laisse là. Ce dossier-là traîne depuis trop longtemps. Il va falloir trouver un moyen de capitaliser peut-être sur autre chose. Si on fait ça plus largement pour revenir un peu à ce qui se passe depuis le début de l'année, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé d'aussi inattendu, ça donne aussi l'impression que ça change les plans du maire de Québec. Avant Noël, Bruno Marchand avait le vent dans les voiles avec une confiance renouvelée en raison de ses résultats électoraux de l'automne qui lui permettaient de jauger son rapport de force avec le gouvernement de la CAQ, même de tester la patience du gouvernement, notamment dans le dossier de l'immigration. Bruno Marchand se disait en excellente posture, on l'écoute. C'est un avantage pour les gens de Québec. Que cette élection-là vienne après notre élection municipale qui a donné un message clair, c'est un autre avantage. Nous avons une voix forte à Québec et les gens ont tout intérêt à comprendre que cette voix forte-là va probablement aider à faire le gouvernement ou à le défaire. Fait que oui, on a une valeur, je pense, à courtiser. Puis c'est une maudite bonne nouvelle. On lui a reposé la question cette semaine. Il reconnaît que ce qui se passe détourne un petit peu l'attention en ce moment, mais il croit que ce sera temporaire. On l'écoute. Je pense qu'on est dans une gestion d'opportunités qui nous favorise. Peut-être qu'à court terme, il y aura peut-être un peu d'attente, mais j'ai très bon espoir que ça soit très bon pour nous. C'est sûr que si M. Marchand avait un plan en revenant de Noël avec des objectifs précis, ils doivent être en train de se dire dans son équipe, on déchire ça puis on recommence un peu parce que là, il n'y a rien qui fonctionne comme on aurait pu le supposer. Alexandre, est-ce que, en fait, j'ai envie de dire comment la Ville de Québec ou le maire de Québec peut tirer son épingle du jeu dans une situation aussi explosive et incertaine qu'on est en train de commencer? L'année va être longue, là, électoralement parlant. C'est le temps de mettre sur la table les priorités qui sont les siennes et d'espérer obtenir un certain écho dans toutes les formations politiques qui sont compétitives à Québec. Puis là, actuellement, les formations qui risquent d'être compétitives aux prochaines élections, elles sont nombreuses. Là. Le Parti québécois semble être de retour dans la course. Le Parti libéral va avoir son nouveau chef. Ça pourrait aider dans la région, qui a souvent été très accueillante pour les libéraux. Donc, Bruno Marchand, là, en tant que maire, ce qu'il faut qu'il réussisse à faire dans les prochains mois, j'ai l'impression, c'est d'imposer ses priorités et de forcer les différentes formations politiques à se prononcer, à embarquer dans le train, à se commettre dans un éventuel programme électoral, une éventuelle plateforme. Est-ce qu'il sera capable de le faire avec tout le monde? Certainement pas. Mais Québec reste une région avec beaucoup de sièges, donc il y a fort à parier que les partis politiques auront intérêt à tendre l'oreille à ce que M. Marchand a à dire. Oui, parce qu'il disait dans l'extrait avant Noël que Québec peut faire ou défaire un gouvernement. Des fois, on suit la vague ou des fois, on est à contre-courant d'une vague, puis ça peut avoir une issue sur le résultat final, Olivier. Est-ce que le maire doit limiter ses visées, c'est-à-dire de vraiment, comme Alexandre vient de le dire, d'avoir des priorités qui font en sorte qu'ils sont réalisables ou réalistes pour marquer des coups? Ah, c'est sûr qu'il doit identifier ses priorités, mais il le fait déjà, Bruno Marchand. Et s'il y a beaucoup de bruit ambiant présentement, moi, je pense que la suite
pourrait jouer en sa faveur. Il a planté le dossier de l'immigration avant les fêtes, Bruno Marchand, et le programme de l'expérience québécoise, l'abolition, tout ça, moi, je pense que ça peut rebondir dans la prochaine course à la direction du Parti libéral du Québec. Bien, ça a déjà eu des échos auprès d'Éric Girard qui a annoncé qu'elle n'allait pas... allais. Oui, oui. Ben, quand le ministre des Finances, lui, dit « Je ne me présenterai pas, mais j'espère avoir des candidats qui vont prôner un nationalisme plus inclusif », il n'a pas fait référence directement, Éric Girard, à l'immigration. Mais il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça. Et une Christine Fréchette, où va-t-elle se positionner? On sait que, bon, qu'elle a eu une vision assez différente de François Legault en matière d'immigration. Je pense que si elle était encore à l'immigration, on ne serait peut-être pas dans les chiffres qu'on a vu filtrer, là, les quotas, tout ça. Bref, la suite va être intéressante et moi, je pense que M. Marchand aura l'occasion de se faire valoir à nouveau dans ce dossier-là et que la scène politique va s'y prêter. Mais en même temps, juste l'actualité de cette semaine a joué beaucoup au niveau provincial, mais en plus, hier, on avait les libéraux fédéraux qui étaient à Québec, donc Mark Carney était ici, puis c'est sûr que ça détourne l'attention. C'est difficile d'imposer quoi que ce soit quand on a tout ce monde-là dans la capitale la même journée, là. Oh oui, non, je suis d'accord avec vous. Et il y a toutes sortes de sujets, de balles courbes là, qui viennent. Ça va être comme ça toute l'année, là. On comprend que c'est une année très, très, très effervescente. Il y a la géopolitique mondiale. Il y a 2 courses à la direction ici au Québec, Parti libéral, Coalition Avenir Québec, l'élection provinciale qui s'en vient. Alors oui, il y aura beaucoup de distractions. Et ce sera d'autant plus important pour Bruno Marchand de tirer son épingle du jeu. Mais je pense qu'il en aura l'occasion. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à Lévis? Il me semble que le maire, Stephen Blaney, on le voit pas. Notre entrée municipale est dans quelques jours, donc on pourra lui poser des questions à ce moment-là. Bien hâte de voir là, comment Stephen Blaney va négocier, si on veut, là, et tirer, comme Olivier dit, son épingle du jeu, puisqu'on l'a rarement vu, là, c'est un nouveau rôle pour lui. Le municipal, c'est nouveau pour lui, donc on verra comment il pourra... On dirait que ça paraît. On dirait qu'il est vraiment beaucoup plus prudent, puis qu'il n'était peut-être pas aussi prêt à prendre tous les rôles qui viennent avec celui de la mairie de Lévis, là. Effectivement, on le sent en mode apprentissage, là, un apprentissage rapide, là, mais je pense qu'il attend d'être bien prêt pour pouvoir se positionner. Il nous reste 20 secondes pour parler de Geneviève Guilbeault qui a annoncé qu'elle renonçait à la suite de sa vie politique. Alexandre, est-ce que vous pensez qu'elle va revenir plus tard, elle, ou c'est terminé? Ça, j'en sais rien, mais dans les circonstances, pour elle, là, voyant son niveau de popularité, sachant à quel point, même au sein de son propre parti, elle est loin de faire l'unanimité, c'était peut-être la bonne décision pour éviter quelque chose d'un peu cuisant là, dans une course à la direction. C'était peut-être pas le bon moment pour elle. Il y a 2 ans, je vous aurais pas dit la même chose. Oui, mais peut-être il y a 1 an. Ça change vite en politique. Messieurs, merci beaucoup de cette participation à cette première édition de Québec-Lévis, Regard en 24 minutes. C'est déjà terminé. C'est une émission qui est produite toutes les 2 semaines, sachez-le, disponible sur YouTube, disponible dans l'infolette de Radio-Canada le samedi matin et sur audio. Alors, vous pouvez ici nous écrire. On a une adresse Québec-Lévis en un mot, radiocanada.ca. C'est Louise Boisvert qui vous parle. On se retrouve bientôt.